L'inspiration. Aujourd'hui, pour ce premier épisode, c'est de ça que j'ai choisi de vous parler. J'aurais pu prendre un sujet plus clivant, plus polémique ou tout simplement plus putaclic, mais c'est d'inspiration que je veux parler. Déjà parce que l'air de rien, ça va me permettre de vous donner mes sources d'inspiration pour l'écriture de ce podcast / vidéo YouTube. Je sais pas encore trop ce que je vais en faire. Alors, comme tous les trentenaires un peu geeks qui aiment bien les jeux vidéo, j'ai été fan des chroniques d'Usul sur jeuxvideo.com aka les 3615, qui m'ont sans doute inspiré pour trouver le nom de cette chronique. Et ce serait mentir que de vous dire que je me suis pleinement émancipé de cette influence. Un autre jeune trublion qui comme moi aime les jeux et qui comme moi aime réfléchir autour du jeu vidéo m'a fatalement inspiré, et la voix que j'entends dans ma tête à l'écriture de ces lignes est bien la sienne, celle de Pseudoless, auteur des pseudocritiques et autres Red Barrel, que je vous recommande donc chaudement, même s'il est plus que probable que vous le connaissiez déjà si vous êtes ici. L'inspiration dans les jeux vidéo, puisque c'est de cela qu'il s'agit, est un vaste sujet que je vais tâcher de réduire d'une poignée de minutes. Alors, sans plus de chichi ni blabla, prenons une grande inspiration et attaquons. Il y a en effet deux sortes de jeux vidéo, ceux qui inspirent et les autres. Les premiers sont les jeux cool et les autres sont les jeux chiants. L'inspiration donc peut être formelle, ce qui englobe le visuel et le gameplay à proprement parler, mais elle peut aussi être plus subtile et n'être qu'impressionnistique, comme un écho du passé. En sus, elle peut être tout simplement volontaire ou ne pas l'être. À noter qu'il faut différencier l'inspiration du plagiat, comme j'ai fait au début de cette petite introduction, ou tout simplement de l'application de code liée à un genre. Si vous achetez une contrefaçon chinoise d'une NES Mini, comme on en a vu un peu partout ces derniers temps, ce n'est pas un produit qui s'inspire, mais bien un produit qui plagie. En revanche, quand Sega propose une Mega Drive Mini, il s'inspire sciemment d'une idée de Nintendo. Mais, et les jeux vidéo dans tout ça ? On va voir ensemble ou entendre quelques exemples où l'inspiration est si présente qu'il est difficile de ne pas la débusquer. La seule chose vraiment difficile sera de déterminer le niveau de lucidité des développeurs face à leurs inspirations. Si vous jouez à Journey par exemple, le jeu va indubitablement vous faire penser à un certain Ico ou Shadow of the Colossus, car comme dans les productions de Ueda, vous incarnez un personnage seul dans un monde vaste à explorer et où l'histoire reste cryptique pendant toute l'aventure. Plus tôt, j'évoquais le potentiel impressionnistique d'une œuvre, et Journey est l'œuvre parfaite pour comprendre ce dont il s'agit. On ne joue pas à Journey comme on joue à Ico, l'univers n'a rien à voir avec celui de Shadow of the Colossus, et pourtant, c'est cette impression qui nous saisit quand on a la manette dans les mains. Les développeurs étaient fans de ces deux jeux, et en ont absorbé l'essence pour mieux nous la resservir à leur sauce. On est pour moi face à ce que l'inspiration peut faire de meilleur. Difficile de dire si c'est fait exprès, ou si ces deux jeux font tellement partie de eux-mêmes qu'il leur était impossible de faire autrement. Prenons maintenant un exemple plus formel et voyons les subtilités qu'on va pouvoir dénicher, parce que oui, j'aime tatillonner sur des trucs apparemment anodins et débattre avec moi-même sous la douche sur ce genre de sujet. Bref, un hommage formel n'est pas forcément de l'inspiration. The Binding of Isaac, peu importe la version, ne s'inspire pas de Zelda 3. Mais pourtant, l'hommage formel y est très clair. La vue de dessus avec des personnages couchés, des cœurs pour symboliser la vie, les boss qui nous font augmenter notre barre de cœur en nous lâchant des objets spécifiques, la présence d'un boomerang ou encore d'un challenge nommé Hyrule, ce qui, avec mon accent de Frenchie, sonne quand même comme le royaume où se passent la plupart des jeux Zelda. Mais ce n'est pas un jeu qui s'inspire de Zelda. Au mieux, c'est un jeu qui le référence, comme il en référence des tas d'autres d'ailleurs, Meat Boy, Fez ou Minecraft pour ne citer que. D'un autre côté, un titre comme The Surge s'inspire énormément de l'un des jeux les plus inspirants de ces dernières années, Dark Souls, au point que Pseudoless, encore lui, en a fait une vidéo intitulée « Il faut abattre Dark Souls », tant le jeu est devenu omniprésent dans la bouche des journalistes dès qu'un jeu est un petit peu difficile. Mais pour The Surge, on peut invoquer le nom de Dark Souls sans frémir, car il est très clair que là encore les développeurs sont fans. On y retrouve un level design à base de raccourcis à débloquer, à base de feu de camp, mouvement de guillemets de rigueur, à base de mort punitive mais avec une certaine bienveillance qui vous permet de ne pas tout perdre, et un système de combat très axé corps à corps et esquive comme le jeu de chez From Software, mais avec suffisamment de fraîcheur pour que l'on ne crie pas au plagiat. Le deuxième opus a d'ailleurs eu un accueil plutôt chaleureux de la part des joueurs, y compris ceux jouant aux Souls. L'univers futuriste tranche radicalement, et en parlant de trancher, la mécanique des Surges repose sur le fait de trancher des parties des ennemis pour récupérer les morceaux et se crafter des armes et armures qui y correspondent. Si vous tranchez des jambes, vous pourrez faire des jambières par exemple. C'est malin, et ça permet de faire oublier Dark Souls et de ne le ressentir que comme ce qu'il est ici, un jeu inspirant. A l'inverse, un titre comme The Lord of the Fallen, où les développeurs ont trop voulu faire un clone des Souls mais sans le talent de From Software, arrive péniblement à tenir la comparaison plus de quelques minutes. Au final, on a un jeu sympathique mais sans profondeur, avec un gameplay beaucoup trop lourd et une trop grande pauvreté dans les builds possibles, alors que le jeu semble pourtant nous faire miroiter un univers des possibles incroyable. Pour l'instant, je me suis cantonné à ces jeux qui s'inspirent d'autres jeux ou qui se révèlent être des sources d'inspiration parfois malgré eux.
L'exemple d'Assassin's Creed est très parlant pour évoquer ce dernier point. La licence a su, en son temps, inventer ou du moins réinventer les open world en sortant du GTA-like. Notez d'ailleurs que la présence du like souligne une inspiration formelle jusque dans l'appellation du genre. Fin de parenthèse. Pour proposer une formule qui deviendra la formule Ubisoft dont tous les blockbusters vont s'inspirer jusqu'à transcender cela et en faire des codes du genre jeu d'action en open world. Et ce n'est pas une mauvaise chose en soi de complexifier la grammaire vidéoludique avec de nouveaux genres et de nouveaux codes inhérents à ces dits genres. C'est juste qu'il ne faudrait pas tomber dans les cas extrêmes où les jeux finissent par tous se ressembler. Aujourd'hui, on parle de la formule Ubisoft, en des termes péjoratifs, mais il y a eu une époque, sur PS2 notamment, où Ubisoft était un studio créatif et inventif, comme le montrent Prince of Persia et les Sables du Temps, l'excellent Beyond Good and Evil, et puis Assassin's Creed, qui a précédé à Far Cry et son troisième opus, entérinant définitivement la fameuse formule Ubisoft. Ghost Recon, Far Cry, Assassin's Creed, Watch Dogs sont tous des clones d'eux-mêmes avec un skin qui change un peu. La formule évolue, oui, mais en vase clos. Elle s'inspire d'elle-même et quand un autre titre vient casser ses codes comme un certain Breath of the Wild, elle persiste dans sa résistance au changement. Je ne vais pas et ne veux pas vous laisser comme ça sur cette note un petit peu déprimante, alors on va passer à la suite et aborder maintenant le souffle que ces titres peuvent avoir sur nous car c'est aussi ça, l'inspiration. L'inspiration est une source dans laquelle on puise pour remplir son vase, qui deviendra parfois, lui aussi, une source pour d'autres. Impossible d'être subjectif ici, alors je vais passer rapidement en revue des choses qui me sont arrivées, ou des réflexions, des choses que j'ai entendues ou lues ici et là. Jouer à des jeux vidéo, comme se confronter à n'importe quel média, a un impact sur nous, et l'impact est d'autant plus grand que le joueur est impliqué. Quand dans Final Fantasy VIII vous ne parvenez pas à rattraper Linois, vous vous dites « Oh mince, je ne l'ai pas eu » ou « Ah là là, je l'ai manqué ». Alors que devant cette même scène, dans un film par exemple, vous vous diriez « Ah bah tiens, Squall il l'a pas eu » ou encore « Oh bah alors, il a raté sa meuf ». La manette crée un lien entre le joueur, son avatar et l'histoire qui lui est racontée, l'impactant d'autant plus et le modifiant davantage en profondeur. Jouer à Dark Souls, Bloodborne et autres Sekiro m'a appris à mesurer mes actes et à réfléchir avant d'agir. Les jeux m'ayant mis un bout de nerf 2 ou 3 fois, j'ai appris à garder mon calme et à prendre des décisions froidement dans les situations vidéoludiques les plus extrêmes. Jouer à Isaac m'a appris l'abnégation et le dévouement à une cause. Avant cette expérience, j'aurais facilement abandonné face à une adversité, mais je pense que de m'être investi dans ce jeu et de m'attacher encore aujourd'hui, après plusieurs centaines d'heures, à persévérer dans l'accomplissement total du défi proposé, fait de moi un homme meilleur en plus d'être un piètre joueur. Je ne dirais pas que les jeux n'ont que des bons côtés, et je suis bien conscient que, à l'instar de la voiture par exemple, pour ceux d'entre vous qui conduisent, le jeu vidéo fait ressortir ce qu'il peut y avoir de bas en nous. Il n'y a qu'à faire une partie de League of Legends pour s'en rendre compte. On y croise des insultes, des menaces, des humiliations, car comme dans la voiture, on se sent protégé, intouchable et donc quelque part autorisé à être un sale con. Mais ces cas restent minoritaires, et le jeu vidéo dans son ensemble apporte bien plus que cela et nous permet de sortir ce qu'il y a de bon en nous et de nous interroger sur notre condition d'être humain en nous plaçant face à des dilemmes qui n'auront aucune répercussion sur le vrai monde de la vraie vie du vrai monde véritable, mais qui sur l'instant nous changent un petit peu et nous inspirent durablement. Pour finir, j'aimerais prendre quelques instants pour vous parler d'une des pratiques les plus inspirantes du monde du jeu vidéo, le speedrun. Le speedrun donc est une discipline qui consiste à finir un jeu vidéo le plus rapidement possible. Normalement, je ne vous apprends rien et vous avez d'ailleurs 2 très grands marathons de speedrun qui sont organisés chaque année, la AGDQ et la SGDQ, aux États-Unis pour soutenir des associations à but caritatif, la dernière ayant soutenu l'association Médecins sans frontières. Le speedrun est donc une pratique extrêmement inspirante car elle promeut des valeurs qui sont des valeurs humaines avant d'être des valeurs de joueurs. Il y a une espèce de triforce comme ça du speedrun. Vous avez l'abnégation, car pour faire du speedrun, il faut vraiment faire preuve d'énormément d'abnégation. Il faut être prêt à jouer au même jeu pendant des heures et des heures, chaque jour, plusieurs jours durant, parfois pour gratter quelques minutes, parfois pour gratter quelques secondes, et parfois pour gratter quelques frames seulement. Au-delà de l'abnégation, ça demande donc, vous l'aurez compris, énormément de courage, car ça veut dire qu'il faut avoir le courage de mettre de côté le reste, peut-être pas le reste de sa vie, mais le reste de ses projets vidéoludiques. Accepter de ne jouer qu'à un jeu, et si à donner corps et âme. Et enfin, le dernier élément de cette triforce du speedrunner, qui je pense est une valeur humaine extrêmement importante, c'est une valeur qui manque aujourd'hui cruellement à l'humanité, c'est tout simplement la patience. Pour gagner du temps, il faut accepter de prendre le temps. Voilà, ce premier épisode est maintenant terminé, je vous remercie de m'avoir écouté pendant ces quelques minutes et j'espère vous retrouver très bientôt pour un prochain épisode d'Hashtag Lulu.